Chapitre 1, le diagnostic. Boyd Mitchell était assis dans le bureau stérile de l'oncologue, les mots « lymphome agressif » résonnant dans sa tête comme une condamnation à mort. La voix du docteur Patel semblait lointaine tandis qu'elle expliquait les options de traitement, les taux de survie et les coûts astronomiques à venir. Le stade 3, disait-elle, est traitable, mais le chemin serait rude et coûteux. Le protocole de traitement que je recommande coûtera environ 400 000 $ sur 18 mois, poursuivit le docteur Patel d'un ton professionnel mais bienveillant. Votre assurance couvrira environ 60%, mais vous devrez vous préparer à des frais importants. Boyd hocha lentement la tête, ses mains burinées serrées sur ses genoux. À 52 ans, il a monté une modeste entreprise de transport routier à partir de rien, travaillant 18 heures par jour pendant 3 décennies. Son ex-femme, Trina, avait qualifié cela de travail de subalterne lors de leur divorce amer 5 ans plus tôt, repartant avec la moitié de ses biens pour épouser Curtis Brennan, un concessionnaire automobile flamboyant rencontré à leur country club. Boyd comprit l'ironie, sa famille, les mêmes qui avaient raillé son sale boulot, allaient maintenant devoir affronter la réalité des conséquences de sa maladie. Sa mère, Dolores, avait toujours favorisé sa sœur cadette, Laurel, la diplômée universitaire qui avait épousé des riches. Ses 2 enfants, Madison et Connor, aujourd'hui âgés de 19 et 17 ans, avaient choisi de vivre avec leur mère après le divorce. Séduit par les promesses de Curtis, vêtements de marque et vacances onéreuses. Se dirigeant vers son Silverado cabossé sur le parking de l'hôpital, Boyd sortit son téléphone. Il était temps de passer les appels qu'il redoutait. « Maman, c'est Boyd. J'ai quelque chose de sérieux à te dire. » La voix de Dolores Mitchell devint immédiatement réservée. « Et maintenant, Boyd ? Je suis occupé à organiser le mariage de Laurel. J'ai un cancer, maman. Un lymphome. Je vais avoir besoin d'aide pour les frais médicaux. » Un silence inconfortable s'est installé du côté de sa mère. « Oh là là. Tu sais que c'est difficile en ce moment. Le mariage de Laurel nous coûte une fortune, et la retraite de ton père n'est pas celle que nous espérions. Tu ne peux pas obtenir un prêt, ou quelque chose comme ça ? » Son ton de rejet était plus douloureux que le diagnostic. « Un prêt de 160 000 $. Maman, je pourrais mourir. Ne dramatise pas. Tu as toujours été forte. Tu trouveras toujours. » La ligne a été coupée. Boyd a fixé son téléphone, puis a composé le numéro de sa sœur. « Laurel, c'est Boyd. » Oh mon Dieu, quel timing parfait. La voix de Laurel était pleine d'excitation. Je choisissais juste les centres de table. « Boyd, il faut que tu vois ce lieu. On dirait un décor de magazine. »« Laurel, j'ai un cancer. » L'enthousiasme s'est éteint brusquement. « Quoi ? Sérieux ? Lymphome de stade 3. J'ai besoin d'aide pour les frais de traitement. Oh là là, le timing est vraiment catastrophique. Le mariage est dans 3 semaines et on est déjà à bout de souffle. Les parents de 3 financent la majeure partie, mais il y a encore tellement de dépenses. Ça ne peut pas attendre après la lune de miel ? Le cancer n'attend pas, Laurel. Je sais. Écoute, peut-être qu'une fois que les choses se seront calmées, on pourra t'aider un peu, mais pour l'instant, sa voix s'est éteinte. Je suis désolé, Boyd. Vraiment. Une autre échéance. Les mains de Boyd tremblaient tandis qu'il composait le numéro de ses enfants. Madison a répondu à la 4e sonnerie. « Papa, quoi de neuf, Madison ? J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai un cancer. » « Oh non, papa. Ça va ? Tu as besoin qu'on vienne te voir un instant ? » L'espoir s'est évanoui. « J'aimerais bien, mais je dois aussi te parler, à toi et à Connor, de l'aide pour les frais médicaux. Le traitement va coûter cher. Papa, tu sais, maman et Curtis financent déjà mes études, et Connor a ses dépenses de terminale. En plus, Curtis vient de m'acheter une voiture, et on prépare ce super voyage de fin d'études en Europe. Tu pourrais peut-être demander de l'aide à maman. Ta mère a sa propre famille maintenant, Madison. J'espérais que mes enfants aussi. Papa, ne rends pas ça bizarre. Maman et toi êtes divorcés. Réfléchis Y comme des adultes. Je dois y aller. Curtis nous emmène faire les boutiques pour le mariage. » La ligne est coupée, laissant Boyd seul sur le parking de l'hôpital, accablé par le poids de l'indifférence de sa famille. Chapitre 2. La fondation.
Boyd rentra chez lui dans sa modeste maison de ranch en périphérie de la ville. La même maison où il avait élevé ses enfants avant que Trina ne décide qu'elle ne lui suffisait plus. L'hypothèque était presque remboursée. Une autre preuve de son côté pratique que sa famille avait toujours qualifié de manque d'ambition. À l'intérieur, il se versa 3 doigts de bourbon et s'assit à sa table de cuisine, entouré des documents d'une vie construite par une détermination sans faille, ses papiers de démobilisation militaire. Les documents de prêt originaux de ses premières déclarations de revenus de camions, montrant une croissance constante de Mitchell Transport, une entreprise qui exploitait désormais 47 camions dans 3 États. Mais il n'avait jamais vu le vrai Boyd Mitchell. Son téléphone sonna. Boyd, c'est Frank. Frank Delroy avait été le commandant de Boyd en Afghanistan, et était désormais consultant en sécurité pour des personnes très influentes. Leur amitié avait duré des décennies et avait ouvert des portes que la famille de Boyd n'imaginait pas. Frank, je suis content que tu aies appelé. J'ai besoin d'un coup de main. Quelle est la situation? Boyd expliqua son diagnostic et la réaction de sa famille. Frank écouta sans interruption. Une compétence acquise dans les zones de guerre où écouter était synonyme de survie. Tu sais, j'ai des relations dans la recherche médicale, dit Frank. Enfin. Il existe un programme de traitement expérimental à Johns Hopkins, entièrement financé. Je peux passer un appel. Où est le piège? Pas de piège pour toi. Mais Boyd, es-tu sûr de ta famille? Parfois, le cancer change les perspectives. Boyd prit une autre gorgée de bourbon. Ils ont eu l'occasion de montrer qui ils étaient vraiment. Ils ont choisi l'argent plutôt que le sang. Ensuite, nous poursuivons comme prévu. L'autre sujet dont nous avons discuté le mois dernier. Tu veux toujours aller de l'avant? Boyd envisageait un changement de vie radical avant même le diagnostic. Frank avait des relations dans la sécurité privée, des contrats gouvernementaux, des opportunités qui l'éloigneraient de la famille qui ne l'avait jamais apprécié. Oui, après le mariage de Laurel. Je veux voir ça se dérouler d'abord. Boyd, tu sais, je dois te demander, est-ce une question de vengeance? Boyd fixait une photo de famille du 16e anniversaire de Connor. Tout le monde souriait à l'objectif tandis que le bras de Curtis entourait Trina avec possessivité. Ses propres enfants regardaient Curtis avec l'admiration qu'ils avaient autrefois portée à leur père. C'est une question de vérité, Frank. Ils doivent voir qui ils ont choisi d'abandonner. Après avoir accroché, Boyd passa la soirée à faire des recherches. Le fiancé de Laurel, Troy Kellerman, venait de la vieille Érythrée. Son père possédait une chaîne d'hôtels haut de gamme dans le sud-est. Les Kellerman évoluaient dans des milieux où la réputation était primordiale, où s'associer aux mauvaises personnes pouvait fermer définitivement les portes. Boyd sourit d'un air sombre. Il avait toujours été sous-estimé, vu comme un vulgaire moins que rien de la classe ouvrière. Mais 20 ans à la tête d'une entreprise de transport routier lui avaient appris l'importance de l'influence, les points de pression, et comment la bonne information, appliquée au bon moment, pouvait déplacer des montagnes. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Laurel. « Boyd, s'il te plaît, ne prends pas mal ce que j'ai dit. On est une famille. Après le mariage, on trouvera une solution. Cœur rouge. Trop peu, trop tard. » Boyd supprima le message sans répondre. Chapitre 3. Les acteurs. Le lendemain matin, nouvel appel du cabinet du docteur Patel, fixant sa première séance de chimiothérapie. Boyd la fixa pour le lendemain du mariage de Laurel. Inutile d'être malade pour ce qui allait se passer. Il se rendit à son bureau, un modeste bâtiment derrière sa cour de camion, où sa répartitrice, Violet, gérait les opérations quotidiennes. Violet travaillait avec lui depuis 15 ans, connaissait son entreprise mieux que quiconque et était devenue une sorte de mère de substitution depuis son divorce. « Comment ça s'est passé avec la famille ?» demanda-t-elle en levant les yeux de son tableau de planification. « Comme tu t'y attendais, » dit Boyd en s'installant dans son fauteuil. « Violet, j'ai besoin que tu gères un sujet sensible. » Il expliqua son plan de transmission de l'entreprise, les relations que Frank facilitait et ce que cela impliquerait pour tous les employés de Mitchell Transport. « Tu es sûr de toi, Boyd? C'est l'œuvre de ta vie. Ma famille était censée être l'œuvre de ma vie. Cette entreprise était simplement censée la soutenir. » Il désigna les photos de famille sur son bureau. Ils avaient fait leur choix. Violet l'observa avec l'intelligence aiguë qui la rendait précieuse. « Que attends-tu de moi? » Des informations.
Le père de 3 Kellerman est propriétaire de Kellerman Hospitality. Renseignez-vous autant que possible sur leurs relations d'affaires, leur vulnérabilité, et j'ai besoin que vous contactiez certains de nos clients. Mitchell Transport ne se contentait pas de transporter du fret. Au fil des ans, Boyd avait noué des relations avec des entreprises qui transportaient des matières sensibles, des déchets médicaux, des produits chimiques dangereux et des équipements spécialisés. Ces relations lui avaient permis d'accéder à des informations sur des violations environnementales, des manquements à la sécurité, des fraudes à l'assurance, des informations qu'il avait gardées confidentielles par éthique. Mais l'éthique était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Dans l'après-midi, Violet avait constitué un épais dossier. « Boyd, es-tu sûr de ça ? Certaines de ces informations, si elles étaient divulguées, ne le seront pas par hasard, Violet. Mais si quelqu'un me force la main, son téléphone a sonné. Trina Boyd. Madison m'a parlé de ton diagnostic. Je suis désolé. Sa voix avait le même ton condescendant qu'il se souvenait des dernières années de leur mariage. Tu appelles à l'aide, Trina ? Tu sais, notre situation est compliquée. Curtis a été si gentil avec les enfants, et nous essayons de construire notre vie ensemble, mais peut-être pourrions-nous aider un peu. Trouve un plan de paiement. Où es-tu en ce moment, Trina ? À la boutique avec Madison. Quoi ? Quelle boutique ? Nordstrom. On va chercher nos robes pour le mariage de Laurel. Boyd, pourquoi demandes-tu ça ? Boyd était passé devant Nordstrom 1 heure plus tôt et avait vu la Porsche Can de Curtis garée devant. Combien as-tu dépensé aujourd'hui ? Ça ne te regarde plus. Le fonds pour les études de ma fille que tu as contribué à épuiser pour acheter le bateau de Curtis. Était-ce mes affaires ? La ligne se tut. Boyd, ne commence pas ça. Je ne commence rien, Trina. Je termine. Il raccrocha et se tourna vers Violet. Passe les appels. Il est temps que les gens apprennent qui est vraiment Boyd Mitchell. Chapitre 4. Le jour du mariage. Boyd se tenait devant le miroir de sa salle de bain, ajustant la cravate de son seul bon costume. Le même gris anthracite qu'il avait porté au tribunal lors du divorce. Son reflet montrait un homme qui avait vieilli durement au cours des 5 dernières années. Des rides creusées par le stress et la déception se creusaient autour de ses yeux. Le cancer n'avait pas encore commencé à faire des ravages, mais il sentait sa présence comme un compte à rebours dans sa poitrine. Le faire-part du mariage de Laurel était posé sur sa commode. Un élégant papier cartonné crème avec un gaufrage doré qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en course en un mois. Votre présence est un honneur. L'honneur. L'ironie ne lui échappa pas. Son téléphone vibra, des nouvelles de Frank. Le programme de traitement expérimental était confirmé. Boyd commencerait à Johns Hopkins immédiatement après les événements de la journée. Plus important encore, les autres relations de Frank lui avaient fourni des renseignements intéressants sur les affaires de la famille Kellerman. Boyd glissa une petite enveloppe dans la poche de sa veste et se dirigea vers le Willowbrook Country Club, le même lieu où Trina avait insisté pour organiser leur réception de mariage 22 ans plus tôt. À l'époque, elle avait qualifié cela de classe. Maintenant, il comprenait qu'elle avait voulu dire cher. Le parking était un étalage de véhicules de luxe, Mercedes, BMW, Lexus, et la ridicule Porsche rouge de Curtis, qui criait la crise de la quarantaine, plus fort qu'un klaxon de camion. Boyd Silverado avait l'air d'un bourreau de travail parmi les pur sang, exactement comme il l'avait toujours ressenti en leur présence. À l'intérieur, la cérémonie était tout ce dont Laurel avait rêvé, cascade de fleurs, quatuor à cordes, assez de bougies pour illuminer une petite ville. Boyd prit place au fond, remarquant que sa mère l'avait installé à l'écart de la section familiale, comme si sa présence ouvrière risquait de contaminer l'élégance. Laurel était magnifique en descendant l'allée. Sa robe, une création de soie et de dentelle, coûtait probablement plus cher que le prêt immobilier mensuel de Boyd. 3 Kellerman attendaient devant l'hôtel, beau, avec cette douceur qui lui venait de n'avoir jamais eu les mains calleuses ni de souci de payer ses salaires. Mais c'est la vue de sa propre famille qui glaça le sang de Boyd. Trina était assise au 3e rang, vêtue d'une magnifique robe bleu marine au subtil fil doré. Le créateur, sans doute $13 000 si Boyd devait deviner. Madison et Connor l'entouraient, tous deux vêtus de tenues coordonnées, comme s'ils sortaient tout droit d'un magazine de mode. Curtis entourait Trina de son bras, jouant le beau-père parfait, tandis que les enfants de Boyd l'appelaient Curtis au lieu de papa et l'écoutaient avec attention.
Au fil de la cérémonie, Boyd observait sa mère sourire à Laurel tout en ignorant ostensiblement sa présence. Il regardait ses enfants rire aux blagues murmurées par Curtis. Il voyait son ex-femme rayonner du bonheur d'une femme qui a réussi son échange, et il sentait les derniers vestiges de la loyauté familiale s'éteindre dans sa poitrine. Pendant la réception, Boyd sirotait un bourbon au bar et observait. Dolores s'assurait que chacun sache combien elle était fière de Laurel, combien la famille de Troy était merveilleuse, combien elle était heureuse d'être en contact avec des personnes aussi talentueuses. Madison et Connor parcouraient la salle comme de jeunes mondains, à l'aise dans un monde que Boyd avait créé par ses sacrifices, mais où il n'avait jamais été le bienvenu. « Boyd, te voilà. » Il se tourna et vit Robert Kellerman, le père de Troy, s'approcher avec un sourire expert et une poignée de main ferme. À 65 ans, Robert affichait l'assurance d'un héritage de fortune et d'une position sociale. « Monsieur Kellerman, félicitations pour le mariage. Appelez-moi Robert, s'il vous plaît. Troy m'a tant appris sur la famille de Laurel. Vous travaillez dans les transports. Je comprends. » Le ton dédaigneux était subtil, mais sans équivoque. Les transports? Comme si Boyd transportait des colis pour Amazon au lieu de diriger une entreprise logistique de plusieurs millions de dollars. Quelque chose comme ça, répondit Boyd d'un ton doux. Et vous travaillez dans l'hôtellerie? Oui. Nous sommes présents dans tout le Sud-Est. Des établissements haut de gamme, une clientèle très exclusive. Boyd hocha la tête en sirotant son bourbon. Maintenir les normes sur autant de sites doit être un défi. C'est vrai, mais nous avons une excellente gestion. Le contrôle qualité est primordial dans notre métier. Le contrôle qualité, répéta Boyd pensivement. Oui, j'imagine que la conformité environnementale à elle seule doit être un cauchemar. Toutes ces exigences en matière d'élimination des déchets dangereux, les inspections de l'EPA. Une lueur passa dans les yeux de Robert. Nous avons d'excellents consultants en environnement. J'en suis sûr. Mitchell Transport gère la gestion des déchets pour plusieurs chaînes hôtelières. La réglementation est incroyablement complexe. Une petite infraction peut entraîner la fermeture d'un établissement entier. Le sourire de Robert se crispa. Heureusement, nous n'avons jamais eu de problème. Boyd lui sourit en retour. Bien sûr que non. Si vous voulez bien m'excuser, je devrais dire au revoir à ma famille. Mais en s'approchant de la table de sa mère, il entendit Dolores parler à l'une des tantes de Troy. Oh là là. C'est mon fils, mais honnêtement, il ne s'est jamais vraiment intégré à la famille. Un travail d'ouvrier, vous savez, rien de mal à ça, mais ce n'est pas vraiment notre monde. Trina, c'est son ex-femme là-bas dans sa belle robe. Elle a tellement mieux réussi. Curtis est dans la vente automobile, il a beaucoup de succès. Les enfants l'adorent. Et l'entreprise de Boyd, demanda la fourmi. Oh, c'est juste du transport routier. Il gagne sa vie en conduisant des camions. Boyd sentit quelque chose se briser en lui. 20 ans à bâtir un empire, à subvenir aux besoins de personnes ingrates qui considéraient son travail comme inférieur à leur mérite, à sacrifier sa santé et son bonheur pour qu'elle puisse vivre confortablement tout en le considérant comme un raté. Il quitta discrètement la réception et se dirigea vers son camion. Une fois à l'intérieur, il sortit son téléphone et passa l'appel. Frank, c'est l'heure. Chapitre 5. Le jugement. L'appel de Boyd à Frank dura exactement 3 minutes. Une fois terminé, il resta assis dans son camion pendant 5 minutes supplémentaires, laissant l'énormité de ce qu'il venait de dire s'installer dans son esprit. Il n'y aurait plus de retour en arrière possible après ce soir. Il retourna à la réception au moment même où le père de Troy commençait son toast à l'heureux couple. Robert Kellerman se tenait au micro, coupe de champagne levée, parlant de famille, d'amour et d'un avenir radieux. Boyd se plaça de manière à voir clairement la table familiale et le visage de Robert. Puis il attendit. Cela dura exactement 18 minutes. Le téléphone de Robert vibra pendant son toast. Il y jeta un coup d'œil, fronça les sourcils, mais continua de parler. Le son retentit encore et encore. À la 4e interruption, sa voix vacilla. « Excusez-moi un instant », dit Robert en s'éloignant du micro pour consulter ses messages. Boyd vit le visage de l'homme se vider de ses couleurs tandis qu'il lisait, puis il commença à passer des appels frénétiques, marchant rapidement vers la sortie, le téléphone collé à l'oreille. 5 minutes plus tard, Robert fit irruption dans la salle de réception, scrutant la foule du regard jusqu'à ce qu'il se fixe sur Boyd. La panique dans son expression était indéniable.
Robert traversa la pièce rapidement, son sang-froid complètement anéanti. « Monsieur Mitchell, j'ai besoin de vous parler d'urgence. »« Tout va bien ?» demanda Boyd d'une voix douce. « S'il vous plaît. »« Dehors. »« Maintenant. » Ils se dirigèrent vers la terrasse du country club. Les mains de Robert tremblaient tandis qu'il allumait une cigarette de ses doigts tremblants. « Je viens de recevoir des appels très inquiétants, » dit Robert d'une voix tendue. « Il semblerait que quelqu'un ait fourni à l'EPA des documents détaillés sur des infractions environnementales commises dans 3 de mes établissements. Des infractions qui pourraient entraîner des poursuites pénales et la fermeture de toute ma chaîne. » Boyd hocha la tête avec sympathie. « Ça a l'air sérieux. La documentation est incroyablement détaillée. Registre d'élimination des déchets, rapport d'inspection falsifié, corruption de fonctionnaires locaux. Le genre d'information auquel seule une personne connaissant parfaitement le transport et l'élimination des déchets dangereux aurait accès. Le secteur de la gestion des déchets est assez spécialisé, approuva Boyd. La façade de Robert finit par craquer. « Que voulez-vous » Boyd termina son bourbon et posa le verre sur la balustrade de la terrasse. « Je veux que vous compreniez qui vous avez écarté toute la soirée. Je ne comprends pas. Mitchell Transport ne se contente pas de transporter du fret, monsieur Kellerman. Nous sommes l'une des plus grandes entreprises d'élimination de déchets dangereux du Sud-Est. Nous nous occupons des déchets médicaux, de l'élimination des produits chimiques et du nettoyage environnemental. Vos hôtels lésinent sur les coups depuis des années, falsifiant les registres d'élimination, corrompant les inspecteurs. Mes camions nettoient vos dégâts et mes employés documentent chaque infraction. » La cigarette de Robert lui tomba des doigts. « Vous nous avez observés. J'ai fait mon travail, qui consiste notamment à tenir des registres détaillés de tout ce que nous transportons et éliminons. Des registres que j'ai gardés confidentiels jusqu'à ce soir par courtoisie professionnelle. »« Que voulez-vous » répéta Robert désespérément. Boyd regarda par les fenêtres la réception où sa famille célébrait encore, inconsciente du drame qui se déroulait dehors. « Je veux que vous retourniez là-bas et que vous disiez à tout le monde qui est Boyd Mitchell, » dit Boyd doucement. « Je veux que vous leur expliquiez que je ne suis pas un chauffeur routier chanceux. Je veux que vous leur disiez que Mitchell Transport est une entreprise de 50 millions de dollars par an qui emploie plus de 200 personnes. Je veux que vous leur expliquiez que le sort de l'entreprise familiale est entre mes mains. Et si je fais ça, le traitement des rapports de l'EPA pourrait être retardé. Peut-être que certains de ces documents seront reclassés. Peut-être aurez-vous l'occasion de régler discrètement vos infractions avant que quelqu'un n'aille en prison. » Le visage de Robert était blême. « Je ne connaissais pas votre famille. Il disait que vous étiez juste. Il disait que je n'étais personne d'intéressant. Et vous les croyez parce que cela correspond à vos préjugés sur les ouvriers. » Boyd commença à retourner vers la réception. « Vous avez 5 minutes pour décider, monsieur Kellerman. Soit vous y allez et vous clarifiez qui je suis, soit demain matin, toutes les agences environnementales de 3 États commenceront à recevoir des rapports très détaillés sur les activités illégales de l'hôpital Kellerman. »« Attendez » lui cria Robert. « Je vais le faire, mais s'il vous plaît, comprenez-moi. J'ai employé. Je l'ai. »« Vous avez 5 minutes, » répéta Boyd sans se retourner. Chapitre 6. La vérité révélée. Boyd se plaça au bar d'où il pouvait observer toute la réception tandis que Robert Kellerman revenait, visiblement secoué et pâle. Le vieil homme s'approcha du micro d'un pas hésitant, comme un homme qui se dirigeait vers sa propre exécution. « Excusez-moi tout le monde. J'aimerais ajouter quelque chose à mon toast. » La salle se tut, les invités reportant leur attention sur leur hôte. Boyd remarqua sa mère et sa sœur à leur table. Trina et Curtis se penchaient avec intérêt, ses enfants toujours absorbés par leur téléphone. « Je viens d'avoir le plaisir d'une conversation plus approfondie avec le frère de Laurel, Boyd Mitchell, et je réalise que j'ai peut-être donné à certains une fausse impression sur sa carrière. » La voix de Robert se brisa légèrement sur le dernier mot. Boyd vit les visages de sa famille commencer à exprimer la confusion. « Boyd, pourriez-vous me rejoindre ici ?» Tous les regards se tournèrent vers Boyd alors qu'il marchait lentement vers l'avant de la salle. Il pouvait voir le visage de sa mère rougir de joie. Gêné, visiblement mortifié que son fils, chauffeur routier, soit mis en avant lors d'un événement aussi élégant. « Mesdames et messieurs, » poursuivit Robert, la voix devenant plus forte à mesure qu'il trouvait son rythme. « Je tiens à ce que tout le monde comprenne que Boyd Mitchell ne travaille pas seulement dans les transports.
Il est le fondateur et PDG de Mitchell Transport, l'une des plus grandes entreprises de logistique spécialisée du Sud-Est. Boyd vit l'expression de sa famille passer de l'embarras à la confusion. Mitchell Transport exploite une flotte de plus de 50 véhicules et emploie plus de 200 personnes dans 3 États. Il gère certains des transports les plus complexes et réglementés de notre région, déchets médicaux, matières dangereuses, opérations de nettoyage environnemental. Dolores resta bouche bée. Trina fixait Boyd comme si elle le voyait pour la première fois. Mais plus que cela, poursuivit Robert, et Boyd percevait la tension dans sa voix. L'entreprise de Boyd gère des services environnementaux pour de grandes chaînes hôtelières, des usines et des complexes médicaux. Le genre de travail spécialisé qui exige des licences complètes, des autorisations gouvernementales et une discrétion absolue. Curtis fronçait les sourcils, visiblement incapable de comprendre pourquoi le père de ses beaux-enfants était si longuement félicité. En fait, la voix de Robert devenait de plus en plus tendue. Mitchell Transport a joué un rôle crucial dans le respect des normes environnementales des entreprises de notre région. Sans leur expertise et leur discrétion, beaucoup d'entre nous seraient incapables de le faire. Je suis confronté à de sérieux défis réglementaires. Boyd s'est avancé et a pris le micro. Merci, Robert. C'est très gentil. Il a regardé la foule de visages, la plupart inconnus, mais s'est concentré sur la table où sa famille était assise dans un silence stupéfait. Je tiens à remercier la famille Kellerman pour son hospitalité ce soir et pour m'avoir donné l'occasion de célébrer le bonheur de ma sœur. Laurel, tu es absolument magnifique et tu vas avoir une femme formidable. Des applaudissements polis ont suivi, mais Boyd n'avait pas terminé. Je tiens également à remercier ma famille de m'avoir aidé à comprendre certaines vérités importantes sur moi-même et mes priorités. Sa mère secouait légèrement la tête, le visage pâle. Voyez-vous, il y a 3 semaines, on m'a diagnostiqué un lymphome de stade 3. J'ai contacté ma famille pour obtenir de l'aide pour les frais médicaux, environ 160 000 $ de ma poche après l'assurance. La salle était plongée dans un silence total. Le visage de Trina était blême. Curtis semblait mal à l'aise et ses enfants étaient enfin attentifs. Ma mère m'a dit que la situation était difficile à cause de ce mariage. Ma sœur a dit que le timing était mal choisi. Mon ex-femme, ils m'ont expliqué à quel point leur nouvelle vie les empêchait de faire face à leurs difficultés. Mes enfants m'ont suggéré de me débrouiller seul, car ils avaient des voyages en Europe et de nouvelles voitures à régler. Boyd voyait des larmes monter dans les yeux de Madison, mais il n'éprouvait qu'une satisfaction froide. Mais ce soir, j'ai vu ma mère dépenser plus en fleurs que ce que j'avais demandé. J'ai vu mon ex-femme porter une robe qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en 3 mois. J'ai vu mes enfants traiter l'homme qui m'a remplacé comme leur héros, tandis que j'étais assise à l'arrière comme une étrangère. Boyd. Dolores commença à se lever, mais il leva la main. Je n'ai pas fini, maman. Voyez-vous, ce soir, j'ai appris quelque chose de précieux. J'ai appris que l'amour de ma famille dépendait de ma réussite perçue. Quand vous pensiez que j'étais juste un chauffeur de camion, je ne valais pas la peine d'être aidé. Mais maintenant que M. Kellerman m'a expliqué qui je suis vraiment, je vois les roues tourner dans vos têtes. Trina pleurait. Le bras de Curtis autour de ses épaules autant pour son propre réconfort que pour le sien. Mais voilà. Le truc. C'est trop tard. Dans 3 jours, je commence un traitement à Johns Hopkins, entièrement financé par des relations que la plupart d'entre vous n'imaginent pas. Dans 6 mois, Mitchell Transport sera vendu à une entreprise nationale pour un prix inimaginable. Boyd rendit le micro à Robert, dont le visage exprimait un mélange de soulagement et de terreur. Et quant à ma famille, dit Boyd, sa voix résonnant clairement dans la salle silencieuse. Tu as fait ton choix en décidant que je ne valais pas la peine d'être aidé. Il faut vivre avec. Il sortit de la salle de réception, laissant derrière lui un silence stupéfait et une famille comprenant enfin ce qu'elle avait perdu. Chapitre 7. Les conséquences. Boyd était assis dans son pick-up sur le parking du country club, le moteur en marche, mais pas encore prêt à partir. À travers les grandes vitres, il pouvait voir le chaos que sa révélation avait provoqué. Les invités se pressaient dans une conversation animée. Sa famille était serrée à leur table et Robert Kellerman faisait les 100 pas près du bar, son téléphone collé à l'oreille. Son propre téléphone se mit aussitôt à vibrer. Premier appel. Laurel sanglotait dans le téléphone. Boyd, s'il te plaît, reviens à l'intérieur. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas compris. Tu as parfaitement compris, Laurel.
Tu as compris que ton frère n'était pas assez important pour m'aider. Ce n'est pas juste. On pensait que tu me prenais pour un moins que rien et que tu acceptais de me laisser mourir comme un moins que rien. Boyd a raccroché. Deuxième appel. Madison. Papa, s'il te plaît. On n'était pas au courant de tes affaires. Maman n'a jamais rien dit. Nous. Ta mère connaissait Madison. Elle a pris la moitié de son dû lors du divorce. Elle savait exactement à quoi elle te demandait de tourner le dos. Papa, s'il te plaît. Boyd raccrocha et éteignit son téléphone. Le trajet dura 40 minutes, lui laissant le temps de digérer ce qu'il venait de faire. Il n'y avait aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire, juste le vide glacial de voir enfin sa famille clairement et d'accepter ce que cela impliquait. De retour à la maison, il se versa un bourbon et appela Frank. « Comment ça s'est passé ?» demanda Frank. Comme arracher un pansement. Rapide et douloureux. Le programme Hopkins est confirmé. Tu commences lundi. Et Boyd proposa l'autre opportunité. Êtes-vous toujours intéressé? Frank avait créé une société de conseil en sécurité privée, gérant des missions sensibles pour des entrepreneurs gouvernementaux et des entreprises du Fortune 500. Le genre de travail exceptionnellement bien rémunéré qui exigeait une expertise en logistique, gestion du personnel et une discrétion absolue. Exactement les compétences que Boyd avait développées en 20 ans. Plus intéressé que jamais, répondit Boyd. Tant mieux, parce que j'ai repensé à notre conversation concernant vos actifs, la vente de Mitchell Transport. Vous pourriez envisager une structuration créative. Boyd comprit immédiatement. Actifs cachés sur le plan juridique, honoraires de conseil offshore, licence de propriété intellectuelle, contrat de location de matériel. Votre famille pense connaître votre valeur grâce à la vente de l'entreprise. Mais si la majeure partie de votre patrimoine est restructurée en contrat de conseil et en opérations internationales, ils ne verront jamais un centime au-delà de ce qui leur appartient déjà légalement. Et votre nouvelle carrière leur fournira des sources de revenus inaccessibles, voire insoupçonnées. Boyd sourit d'un air sombre. Sa famille avait fait son choix en fonction de sa perception de sa valeur. Ils avaient supposé qu'il c'était un homme simple, avec des actifs simples qu'il pouvait calculer et revendiquer. Il n'avait aucune idée de la complexité de ses relations d'affaires, ni de la richesse qu'il était possible de déplacer et de restructurer avant que quiconque ne songe à la chercher. Arrange-toi, Frank. Tout. Après avoir raccroché, Boyd était assis dans son salon, entouré de 20 ans de photos de famille. Des photos qui lui semblaient désormais la preuve de son espoir naïf que l'amour et la loyauté comptaient plus que l'argent et le statut social. Son téléphone, toujours en mode silencieux, affichait 47 appels manqués et 32 SMS. Il les supprima tous sans les lire. Demain, il entamerait le processus de disparition de leur vie aussi complètement qu'ils avaient disparu de la sienne au moment où il en avait le plus besoin. Le traitement contre le cancer aurait lieu à Johns Hopkins, selon les arrangements de Frank. Mitchell Transport serait vendu dans le cadre d'une transaction complexe qui rendrait Boyd plus riche que sa famille ne pouvait l'imaginer. Mais la plupart des actifs étant dissimulés dans des contrats de conseil et des contrats internationaux, et une fois le traitement terminé, qu'il survive ou non, Boyd Mitchell, le chauffeur routier, cesserait d'exister. À sa place, il y aurait un homme que sa famille n'avait jamais pris la peine de soigner. Rencontre. Riche, connecté et complètement lassé des gens qui mesuraient l'amour à l'aune de leur compte bancaire. Sa sonnette retentit à minuit. Par le Judas, il aperçut Trina debout sur son Porsche, toujours dans sa robe de luxe. Du mascara coulait sur ses joues. Boyd se servit un autre bourbon et alla se coucher sans ouvrir la porte. Chapitre 8. La nouvelle vie. 6 mois plus tard, Boyd se tenait sur le balcon de son appartement en attique à Georgetown, regardant la rivière Potomac couler sous le Key Bridge. Le traitement contre le lymphome avait été brutal mais efficace. Le docteur Reyes de Johns Hopkins l'avait déclaré en rémission complète 2 semaines plus tôt. La thérapie expérimentale que Frank avait mise en place lui avait sauvé la vie, tandis que sa famille ignorait totalement où il se trouvait ni l'évolution de son traitement. Frank le rejoignit sur le balcon, portant 2 verres de scotch de 20 ans d'âge. La vente de Mitchell Transport s'est conclue hier. Le montant final s'élevait à 73 millions de dollars. Boyd hocha la tête sans émotion. Sa famille apprendrait la vente par des avis juridiques, ainsi que la révélation suivante, leur manne prévue serait beaucoup plus petite que prévu.
la plupart des actifs avaient été restructurés il y a des mois dans les accords de licence de propriété intellectuelle, les contrats de conseil international et les baux d'équipement aux entreprises qui n'existaient que sur papier dans les pays ayant des lois strictes sur la vie privée et les travaux de conseil. 3 nouveaux contrats ce mois-ci. Le travail du département d'État vous rapportera à lui seul plus que Mitchell Transport au cours de sa meilleure année. Frank s'est installé dans une chaise à côté de lui. Vous avez construit quelque chose d'impressionnant, Boyd. Différent de votre entreprise de camionnage, mais tout aussi substantiel. Delroy Mitchell Security Consulting est spécialisé dans la planification logistique des opérations sensibles. Tout, des missions humanitaires dans les zones de guerre à la sécurité des entreprises pour les entreprises du Fortune 500 opérant dans des environnements hostiles. La combinaison de Boyd d'expérience militaire, de sens des affaires et de discrétion absolue l'a rendu inestimable pour les clients qui ont payé des tarifs premium pour l'anonymat et les résultats. Un mot de chez lui ? Demanda Frank. Boyd a sorti une tablette et a ouvert un dossier de capture d'écran que son avocat avait fourni. Posts sur les réseaux sociaux, archives publiques, mentions de journaux locaux, tous peignant une image d'une famille qui a du mal à comprendre à quel point leur vie avait changé complètement. Dolores avait tenté de contester la vente de Mitchell Transport, affirmant que son fils a été mentalement compromis par son traitement contre le cancer. La contestation judiciaire avait échoué lorsque les médecins de Boyd ont témoigné de sa compétence mentale complète, lui laissant des factures juridiques qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le mariage de Laurel avec 3 montrait déjà de l'attention. Les activités hôtelières de Robert Kellerman avaient survécu à l'enquête de l'EPA, mais le stress et les frais juridiques l'avaient forcé à reprendre le soutien financier du jeune couple. 3 travaillait pour la première fois de sa vie, vendait une assurance et luttait avec la réalité du revenu de la classe moyenne. Trina et Curtis étaient confrontés à leurs propres défis. Le concessionnaire automobile avait eu du mal et sans l'héritage prévu de la vente d'entreprise de Boyd, ils étaient contraints de réduire considérablement la taille. Madison a dû transférer de son collège privé cher à une école d'État, tandis que Connors prévoit une éducation de l'Ivy League entièrement évaporée. Vous sentez-vous coupable ? Demanda Frank, étudiant l'expression de Boyd. Boyd a sérieusement examiné la question. Non, ils ont fait leur choix quand ils ont décidé que je ne valais pas la peine d'être aidé. Je vis juste avec les conséquences de leur décision. Et s'ils ont tendu la main maintenant, s'ils essayaient de reconstruire la relation, Boyd a fermé la tablette et a terminé son écossais. Ils ont eu la chance de montrer qui ils étaient quand cela comptait. Je ne leur dois pas une seconde chance de me décevoir. Son téléphone a bourdonné un message du docteur Reyes. Les résultats des tests finaux étaient parfaits. Le cancer avait complètement disparu. Son pronostic était excellent. Et il a été autorisé à une activité complète, y compris les voyages internationaux. Demain, Boyd s'envolerait vers Prague pour commencer un contrat de consultation de 6 mois avec une société multinationale, des travaux qui lui paieraient plus que sa famille ne le pensait au total. Après Prague, il a été question de missions à Singapour, à Dubaï, peut-être en Suisse. L'homme que sa famille avait rejeté comme un simple chauffeur de camion était sur le point de devenir un fantôme. Riche et réussi au-delà de leur compréhension, mais pour toujours hors de leur portée. Boyd Mitchell avait appris la leçon la plus difficile de sa vie. Cette famille était censée être les gens qui se tenaient près de vous quand tout le reste s'est effondré. Ses parents sanguins avaient complètement échoué à ce test. Mais alors qu'il se préparait à sa nouvelle vie, Boyd s'est rendu compte qu'il n'était pas seul. Frank et son équipe étaient devenus la famille que Boyd avait toujours besoin. Les gens qui appréciaient la compétence sur le pédigré, la loyauté sur l'apparence et qui n'abandonneraient jamais quelqu'un qui leur se souciait quand cette personne avait besoin d'aide le plus. Sa vieille famille a été accueillie dans leur vie de circonstances diminuées et de récriminations mutuelles. Boyd avait trouvé quelque chose de mieux, une vie où sa valeur n'était pas déterminée par les préjugés des autres et où les gens autour de lui avaient fait ses preuves dignes de sa confiance. Le Bourbon avait un goût meilleur que jamais dans son ancienne vie. Chapitre 9. La dernière vérité. 2 ans après le mariage de Laurel, Boyd a reçu un appel inattendu tout en examinant les protocoles de sécurité pour un client à Monaco. L'identifiant de l'appelant a montré un numéro qu'il n'a pas reconnu, mais la voix était immédiatement familière. Boyd, c'est Connor. Veuillez ne pas raccrocher. La voix de son fils était plus profonde maintenant, plus mature, mais Boyd n'a rien ressenti au-delà de la légère curiosité. Comment avez-vous obtenu ce numéro ? J'ai embauché un enquêteur privé. Il a fallu des mois pour vous trouver. Boyd, nous devons parler. Tout États-Unis. Maman,
Madison, grand-mère, tout le monde se rend compte que nous avons fait une terrible erreur. Boyd se dirigea vers la fenêtre de sa suite d'hôtel Monaco, regardant les yachts dans le port d'une valeur de plus que les revenus combinés de sa famille. Que voulez-vous, Connor? Nous voulons nous excuser. Nous voulons faire les choses correctement. Boyd, nous n'avons pas compris. Vous avez parfaitement compris. Vous avez compris que je demandais de l'aide et vous avez décidé que je ne valais pas la peine d'être aidé. Mais nous ne connaissions pas votre entreprise, sur le succès que vous étiez vraiment. C'était là. La confirmation de Boyd s'attendait. Donc, si vous saviez que j'étais riche, vous m'auriez aidé. Le silence de Connor s'étendait inconfortablement. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit entièrement de l'argent, Connor. Vous m'appelez maintenant parce que quelqu'un a finalement expliqué combien je vaux. Si j'étais encore le chauffeur du camion que vous pensiez que j'étais, appelleriez-vous? Boyd, ce n'est pas juste. Répondre à la question. Si tu pensais que j'étais toujours fauché et mourant, tu essaierais de reconstruire notre relation? Le silence a donné à Boyd sa réponse. Je ne le pensais pas, a poursuivi Boyd. Tu veux connaître la vérité, Connor? Je vaux plus d'argent que vous ne pouvez l'imaginer. La vente d'entreprise n'était que le début. Je fais plus en un mois maintenant que Mitchell Transport en un an. J'ai des maisons dans 4 pays, des investissements dont vous n'avez jamais entendu parler et des connexions qui pourraient changer votre vie avec un appel téléphonique. Il pouvait entendre Connor se respirer accéléré avec excitation. Mais voici ce qui est vrai d'autre. Je ne vous donnerai pas $1 pour vous sauver la vie. Pas toi, pas Madison, pas ta mère, pas ma mère, pas Laurel. Vous avez tous fait votre choix lorsque vous pensiez que je ne valais rien. Vous pouvez vivre avec ce choix pour toujours. Boyd, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre, Connor. Quand on m'a diagnostiqué un cancer, je ne demandais pas seulement de l'argent. Je demandais à ma famille de se soucier de savoir si je vivais ou que je mourais. Vous avez tous décidé que ma vie ne valait pas la peine d'aider. La voix de Boyd est restée calme, conversationnelle, mais chaque mot a été livré avec une précision chirurgicale. J'ai donc appris à vivre sans famille. J'ai appris à réussir sans votre approbation. J'ai appris à établir des relations avec des personnes qui apprécient la loyauté sur les apparences. Et j'ai appris que le sang ne signifie rien si les gens qui le partagent ne vous aideront pas lorsque vous meurez. Mais vous ne meurez pas maintenant. Non, Connor. Je ne meurs pas. Je prospère. Je réussis au-delà de tout ce que j'ai imaginé lorsque je créai cette entreprise de camionnage pour soutenir une famille qui ne l'a jamais appréciée. Mais ce succès n'a rien à voir avec l'un d'entre vous, et aucun de vous n'en bénéficiera jamais. Boyd pouvait entendre pleurer en arrière-plan, la voix de Madison. Peut-être Trinus. Dites-leur que j'ai dit bonjour. Boyd a poursuivi, dites-leur que j'espère qu'ils sont satisfaits des choix qu'ils ont faits. 200 millions de dollars de manœuvre de yacht dans le port ci-dessous. Frank, si j'avais été le chauffeur de camion, il pensait que je l'étais, si je mourais de ce cancer tout en luttant pour se permettre un traitement, l'un d'eux aurait-il appris quelque chose sur la loyauté ou la famille ou ce qui compte vraiment? Probablement pas. Ensuite, il ne mérite pas l'homme que je suis devenu. Il voulait que je sois l'échec qu'ils pouvaient rejeter et ignorer. Ils ont obtenu leur souhait. Cet homme est parti pour toujours. Boyd a mis fin à l'appel et est retourné à son travail. Demain, il s'envolerait pour Singapour pour un contrat de consultation d'une valeur de plus que la valeur nette de toute sa famille. Le mois prochain, Dubaï. Après cela, peut-être Tokyo ou Londres ou partout dans le succès, les gens avaient besoin du type d'expertise qu'il avait développé. Sa famille pourrait garder leurs regrets et leurs tentatives désespérées de réconciliation. Boyd avait appris la leçon la plus précieuse de sa vie, que les gens qui vous abandonnent lorsque vous en avez besoin le plus ne méritent pas de bénéficier lorsque vous n'en avez plus besoin. Le bourbon à Monaco avait un goût encore meilleur que dans Georgetown. Et Boyd Mitchell, riche, réussi et complètement libre des gens qui ne le méritaient, n'avait jamais été aussi heureux dans sa vie. C'est là que notre histoire touche à sa fin.